Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour le dernier TD de maths du semestre et de l'année, puisqu'il n'y en a pas au deuxième semestre. Pour ce TD, on vous a fait un petit TD bilan avec des exos des trois profs. Souvent les exos, vous aviez le plus de mal et aussi les exos qui tombent le plus souvent en annales, en partiel. Là, vous allez pouvoir découvrir des petites photos magnifiques de nous petits. On vous laisse peut-être deviner qui est qui. De toute façon, vous découvrirez au fur et à mesure des exos qui est qui. Voilà. Et si aujourd'hui c'est moi qui présente ce TD, c'est parce que c'est moi qui l'ai monté, parce que je serai la future ref de l'équipe maths. Et donc vous me verrez probablement ref aussi d'une matière OS2, mais je ne saurais pas laquelle encore. Voilà, on vous laisse avec le premier exercice. Des bisous. Coucou tout le monde, donc maintenant on passe à la correction de l'exercice 1. Donc là vous pouvez voir Alix qui rentre en petite section, et puis donc maintenant Alix qui va à la fac. Donc là dans notre exercice on avait deux équations différentielles. Donc la première équation différentielle. D'abord on commence par la simplifier. En effet, là le dy sur dx, on n'aime pas trop ça, et donc en fait on va le remplacer par y', parce qu'on sait que y' c'est égal justement à dy sur dx. Donc là maintenant l'équation différentielle, on voit que qu'elle est du premier ordre, parce qu'on a juste du y' et on n'a pas du y seconde, avec un second membre, 7 fois exponentielle de x carré plus 2. Donc d'abord la première étape pour résoudre cette équation, c'est de calculer une solution sans second membre. Et donc pour ça on a deux méthodes. Donc la première méthode, c'est la formule YSSM, qui est égale à k fois exponentielle de la primitive de f de x, avec f de x, qui est égal à moins b sur a. Donc f de x, on fait l'application numérique, on trouve qu'elle est égale à 2. Et donc en primitive, la primitive d'une constante, c'est c'est la constante fois la variable plus une autre constante. Donc on se retrouve avec ça. Donc on injecte notre primitive de f de x qu'on vient de trouver dans notre formule. Et en fait, on se retrouve avec une solution sans second membre qui est égale à k fois exponentielle de 2x, k, qui est l'exponentielle de c, là, la constante qu'on avait trouvée. Et donc y1, c'est égal à exponentielle de 2x, parce que y1, c'est notre second membre, notre solution sans second membre, avec k qui est égal à 1. Donc maintenant, la deuxième méthode, c'est avec les logarithmes. Donc on part de notre équation différentielle de base, mais sans le second membre, donc on met 0. Donc on fait passer le terme de l'autre côté, et on passe maintenant les y d'un côté et les x de l'autre. On se retrouve donc avec du dy sur y d'un côté, qui est égal à 4 demi de x fois dx. On peut simplifier ça, le 4 demi, par 2. Et après, on va en fait primitiver tout ça. Parce qu'on sait que la primitive de dy sur y là, c'est égal à ln de y. On primitive le 2x fois dx, et on trouve 2x carré sur 2 plus c. Et en fait, tout ça, on va le passer en exponentielle, parce qu'on sait que l'exponentielle de ln de y, c'est égal à y, parce que exponentielle et ln sont deux fonctions réciproques. Donc, on se retrouve donc avec y, parce que donc on a exponentielle de ln de y qui est égal à y, et on a tout ça, enfin l'exponentielle de tout ça. Donc exponentielle de x carré plus c. Or, on sait dans notre cours que exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. On a donc exponentielle de x carré fois exponentielle de c, soit k fois exponentielle de x carré, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, parce qu'on a k qui est égal
a exponentielle de c. L'exponentielle d'une constante, c'est toujours une constante. Et donc on retrouve bien y1 qui est égal à l'exponentielle de x carré. Maintenant on passe à la solution générale, yg. Donc la solution finale, elle est de la forme yg, qui est égale à y1, la solution sans second membre avec k égale à 1, fois u. Sachant que u', c'est égal à second membre sur a fois y1. Donc on fait l'application numérique, et en fait on va se retrouver avec 7 demi fois exponentielle de x carré plus 2 moins x carré, parce que l'exponentielle de ça sur l'exponentielle de ça, c'est égal à l'exponentielle donc du numérateur là, moins le x carré qui est là. Donc là, comme c'est écrit dans le cours. Donc on se retrouve avec u' qui est égal à 7 demi fois exponentielle de 2, parce que donc les deux x carrés là s'annulent. Et donc là c'est simple, parce que 7 demi fois exponentielle de 2, tout ça là, vous l'assimilez à une constante. Donc pour trouver la primitive d'une constante, c'est la constante fois la variable, ici x, plus une autre constante. Vous n'oubliez pas la constante là. Donc maintenant, la solution générale, c'est y1 fois u. Donc on a trouvé les deux, on les multiplie. Donc là, vous êtes dans l'ordre 1, donc vous multipliez bien y1 fois le u. Donc voilà, donc ici après on développe, on se retrouve donc avec 7 demi de exponentielle de x carré plus 2, parce que là le exponentielle de 2 fois exponentielle de x carré, donc c'est égal à exponentielle de x carré plus 2, plus c fois exponentielle de x carré. Et donc là, on a notre solution générale de la première équation différentielle. Donc maintenant, la deuxième équation différentielle. On commence par mettre les termes en x d'un côté du égal et les termes en y de l'autre. Donc on se retrouve avec ça. Et ici, on voit qu'on a bien du y seconde. Donc on est bien dans une équation différentielle d'ordre 2. Et en plus de ça, on a un second membre. Donc on va donc calculer la solution sans second membre, première étape, et ensuite une solution particulière, deuxième étape, et après on les additionnera les deux pour trouver la solution générale. Donc là, ici, on additionne bien dans une équation différentielle d'ordre 2. Et on ne multiplie pas comme dans l'ordre 1. Donc, calcul de la solution sans second membre. On commence par calculer le discriminant delta. Delta qui est égal à b carré moins 4ac. On fait l'application numérique et on trouve un delta qui est égal à moins 40. Le discriminant, il est inférieur à 0, donc il est négatif. Donc d'après notre cours, on a la solution sans second membre, qui est égale à exponentielle de alpha x, fois c1, une constante, fois cos de oméga x, plus c2 fois sin de oméga x. Avec alpha qui est égal à moins b sur 2a, et oméga qui est égal à racine de moins delta sur 2a. Donc alpha, on fait l'application numérique, on trouve 2. Oméga, donc racine de moins delta sur 2a, qui est égal à moins racine de 10 sur 2. Donc la solution sans second membre, elle est égale à ça, bon je ne vous détaille pas. Donc maintenant, on passe au calcul de la solution particulière de l'équation. Donc là c'est l'étape un peu plus longue. Donc ici le second membre, en fait on peut l'assimiler à une forme d'ax carré plus bx plus c. Donc c'est un polynôme de second degré. Donc la solution particulière, elle sera aussi de la forme d'un polynôme du second degré. Et donc pour ça, on va procéder à une identification. Donc là, notre solution particulière, elle est de cette forme-là. Donc quand on dérive cette solution particulière, on trouve 2ax plus b, parce que donc là, le x carré, on enlève le 2 et on le fait passer en bas, on retrouve 2ax. Le bx, on enlève le x, et c, c'est égal à 0, la dérivée de c. Et donc là, on fait y seconde, donc on redérive encore
déjà la première dérivée de la solution particulière, et on trouve 2a. Et en fait, tous ces trucs-là, on va les réinjecter dans notre équation de départ. Donc là, vous voyez qu'on les réinjecte dedans. Et donc, on développe chaque terme. Et après, on va rassembler les termes en x carré. Donc là, on a juste le moins 13ax carré. Les termes en x, donc le 16ax et le moins 13bx, donc, qui est égal à donc 16a moins 13b fois x. Et donc après, tout le reste, bon, le moins 4a, le plus 8b et le moins 13c. Et donc après, on a notre second membre qui est ici. Et donc là, maintenant, on va procéder à l'identification. Parce que donc, on a du x carré là, on a du x carré là. Donc on va dire que moins 13a là, c'est égal à 39. Donc voilà, l'identification de a, donc moins 13a qui est égal à 39. Donc on trouve un a qui est égal à moins 3. L'identification de b. Donc dans la diapo précédente, on a trouvé 16a moins 13b qui est égal donc à 7. Donc le a, on l'avait déjà trouvé ici, on le réinjecte dedans. Donc voilà, on trouve donc moins 48 moins 13b qui est égal à c. Donc là, vous additionnez de l'autre côté pour trouver moins 13b qui est égal à 55. Et donc le b, vous trouvez moins 55 sur 13. Maintenant, l'identification de c. On avait moins 4a plus 8b moins 13c qui est égal justement à 0. Parce qu'en fait, on n'avait pas de terme, mais donc c'est quand même égal à 0. Donc le a, on l'a déjà trouvé, il était égal à moins 3. Le b, on l'avait déjà trouvé, il est égal à moins 55 sur 13. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus que c, l'inconnu. Donc tout ça c'est égal à moins 284 sur 13, moins 13c, qui est égal à 0. Et donc, voilà, on fait passer de l'autre côté, et on trouve donc un c qui est égal à moins 284 sur 169. Et donc, on réintègre tous les a, enfin le a, le b et le c dans la solution particulière, et on trouve la solution particulière qui est égale à moins 3x carré, moins 55 treizième fois x, moins 284 sur 169. Donc maintenant, on passe au calcul de la solution générale de l'équation, qui est égale à la solution sans second membre qu'on a calculée, plus la solution particulière qu'on vient de trouver. Donc là, du coup, la solution générale, c'est tout ça. Je ne vais pas vous la lire. Mais donc voilà. Donc là, l'exercice 1, c'était terminé. Donc maintenant, je vous laisse avec l'exercice 2. Bon courage! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le TD commence bien, que vous avez réussi les 2 premiers exercices. Du coup, moi je vais vous corriger l'exercice 2, j'espère qu'il s'est bien passé. Bon, on va pas trop s'attarder sur l'énoncé, j'espère qu'il vous a fait rire, que vous avez aimé apprendre plein de choses sur nous. Mais on va passer à la correction, je vais arrêter de vous embêter à trop parler tout le temps. Du coup, pour cette différentielle, vous voyez que vous aviez une différentielle à 3 variables. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Attendez, à chaque fois, parce que faut pas trop changer quand même. Toujours en train de chercher le pointeur laser. Du coup, voilà, quand vous avez une différentielle comme ça, vous regardez le nombre de variables, et pour pouvoir résoudre une différentielle, il faut simplement faire variable par variable, d'accord? Donc voilà, c'est ça. On cherche à calculer la différentielle d'une fonction à 3 variables, et nous devions calculer les dérivées partielles, en fonction de chaque variable. Donc la dérivée de m par rapport à c, puis par rapport à f, puis par rapport à r. D'accord? Donc on commence par le calcul de la dérivée de m par rapport à c, donc la première dérivée partielle. Donc là, je vous avais mis plein de couleurs, comme ça c'est assez facile de se repérer, d'accord? Donc déjà, pour commencer, quand on calcule une dérivée partielle, on a une seule variable qui va être considérée comme... une seule inconnue qui va être considérée comme une variable, d'accord? Donc ici, notre variable, c'était c. Vous savez, ça remplace x, d'accord? Et donc f et r, eux, vont être considérés comme des constantes, c'est-à-dire que leur dérivée va être égale à 0,
Ok? Donc là, premièrement, rappel, la dérivée d'une constante, c'est 0. Parce que regardez, vous voyez ici, donc il n'y avait pas de vert, il n'y avait pas de C dans cette partie. Du coup, ça veut dire que toute cette partie-là était considérée comme une constante. Et la dérivée d'une constante, c'était 0. Donc déjà, ça, vous n'aviez pas de calcul à faire. Enfin, vous n'aviez pas besoin de faire de calcul sur ça. Ensuite, du coup, il fallait passer à la deuxième partie, donc la partie avec cos. Parce que là, on avait la variable C. Du coup, il faut dériver. Donc là, cos de... Vous savez que cette dérivée, enfin si vous ne savez pas, il faut la prendre. La dérivée de cos de U, c'est moins U' sinus de U. Sinon, vous refaites le cercle. Ah, peut-être que je peux le faire. Attendez, on tente un truc en live. Stylé. Oh, je crois que je peux vous le faire. Oh, truc de ouf. C'est très moche. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas trop, c'est un peu moche. Du coup, là, vous avez cos. Waouh. Là, vous avez sin. Hop. Et du coup, là, vous avez moins sin, puisqu'il est à l'opposé du haut. Hop. Et là, vous avez moins cos. Oh là 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 là, c'est immonde. Du coup, là, on partait de cos. Là, on veut faire la dérivée. Donc, la dérivée, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va vers le moins sin. Et la primitive, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisqu'on va vers l'arrière, ok? Donc là, on aurait fait, hop, vers sinus. Mais là, du coup, on cherchait la dérivée. Du coup, c'était moins sin. Donc, on avait cette formule-là. Et toujours, donc, si vous utilisez le cercle trigonométrique, pardon, n'oubliez surtout pas de rajouter le moins U' devant, d'accord? Donc, c'est moins U' fois sinus de U. Ici, donc, on avait notre U qui était moins 7 CF, donc juste ça. Et donc, la dérivée, vous savez que, comme je vous l'ai dit tout en haut, f, c'est notre constante, c, c'est notre variable. Du coup, la dérivée d'une constante fois une variable, ça va être simplement la constante. Donc, moins 7f, pardon. Attendez, je remets le pointeur laser. Donc, moins 7f, pardon. Donc, ici, ensuite, on a appliqué notre formule. Donc, cos de u', la dérivée, ça va être moins u', donc moins 7cf, fois sinus de U. Donc là, faites hyper attention parce que le U', c'était moins 7CF. Donc là, vous aviez deux moins, moins, d'accord? Donc là, vous aviez le moins appliqué au sin, donc ce moins-là, là, et le moins 7CF qui était ici, ok? Donc là, il fallait faire hyper attention à ne pas vous perdre avec les signes, d'accord? D'accord? Et du coup, là, ça vous donnait sinus de U, donc votre U qui ne change pas. Et donc ici, il fallait simplement, la seule simplification que vous pouviez faire, c'était donc les deux moins qui vont s'annuler parce que moins fois moins ça fait plus. Et du coup, ça nous donnait 7f fois sinus de moins 7cf. Faites vraiment hyper attention à ce double moins de notre U' qui était négatif et de notre sinus qui était aussi négatif, ok? Ensuite, donc on passe à la dernière partie. La dernière partie, c'est une constante, puisque regardez, vous avez que le C et le reste, c'est que des constantes. Une constante multipliée par C, donc C, c'est notre variable. Et la dérivée de ça, ça va donner la grande constante. Du coup, voilà, c'est ça. Donc la seule variable, c'est C. Et du coup, ce qui va nous rester, c'est simplement la constante qui est devant le C, multipliée par le C, qui nous donne donc 18FR divisé par R plus 2. Et donc là, pour trouver la dérivée de m par rapport à c, on additionnait donc nos trois petites parties. Donc on a dit que la première partie, elle était égale à 0, cette dérivée-là. Ensuite, on avait cette partie-là, et ensuite on avait cette partie-là. Et donc on additionnait tout pour avoir la dérivée partielle de m par rapport à c. Ensuite, donc on passe à la suivante. Notre prochaine variable, c'était f. Donc là, pareil, on recommence du début, on redérive celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc lors de ce calcul encore, seul f est considéré comme une variable, et donc c et r seront considérés comme des constantes, dont la dérivée est égale à 0. Première partie, donc ici, on était de la forme u fois v, d'accord? Parce que vous avez votre constante ici, et vous avez encore votre constante de l'autre partie comment je peux appeler ça? De votre multiplication. Donc là, ça va vous donner u'v plus uv'. Ici, donc le u, c'est ça, donc c'est 1 tiers de f. La dérivée de 1 tiers de f, c'est 1 tiers, puisque c'est constante fois la variable, ça nous donne la constante. Ok? Ensuite, on pose v, donc v, ça va être cette partie-là. Et du coup, dans notre v, on avait uniquement le f dans l'exponentielle qui était la
variable. Et la dérivée de exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. Donc la dérivée de 4f plus r, c'est 4. Pourquoi? Parce que la dérivée d'une constante, je vous ai dit, c'est 0. Et la dérivée d'une constante fois une variable, c'est la constante. Du coup, il ne nous reste plus que la constante 4. Donc on va avoir 4 fois exponentielle de u, donc notre u qui ne change pas, qui va être 4f plus r. Ensuite, donc, on applique notre formule de cours ici. Alors attendez que je me répète un peu. 1 tiers, donc u' fois v, donc exponentielle de 4f plus r, plus u, donc 1 tiers de f, fois v', donc 4 exponentielle de 4f plus r. Ici, on pouvait simplifier un petit peu. Du coup, on a mis le 1 tiers en facteur. On a également mis le exponentiel de 4f plus r en facteur. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il est ici à la fois et il est aussi ici et hop, ici. D'accord? Du coup, on n'oublie pas de multiplier par 1, parce que là, on est 1 fois ça, plus 4f, parce qu'on a notre petit 4f qui est ici. Ok? Voilà, c'était bon pour cette partie. Ah, j'essaie de revenir en arrière, je fais des bêtises, pardon. Bon bref, on avait réussi à calculer cette première partie, donc notre première partie de la dérivée partielle de m par rapport à f. Donc maintenant on passe à cos. Cos exactement comme tout à l'heure, donc c'est la même dérivée. Je vous refais pas le petit cercle, mais vous l'avez compris. Donc ici on applique exactement la même formule. Juste attention, votre u il sera toujours le même, mais votre u' va changer, puisque je vous ai bien dit que maintenant la seule variable qu'on a c'est f. Le c est considéré comme une constante. Donc ici notre u ça va être moins 7cf avec seulement le f qui est notre variable, et donc u' va nous donner uniquement la constante. On dégage la variable. Ça va nous donner donc moins 7c. On applique encore une fois la formule, et là toujours pareil, n'oubliez surtout pas les deux moins. Donc là j'ai mon u' qui est négatif, mais c'est pas parce que j'ai déjà un moins que je dois enlever l'autre. Mon sinus, on avait dit qu'il était négatif, donc là j'avais moins sinus. Du coup je vais avoir moins 7c, facteur de moins sinus de moins 7cf. Et donc là, pareil que tout à l'heure, moins fois moins, pardon, ça fait plus. Et donc on avait au final 7c fois sinus de moins 7cf. Ici, on passe donc à notre dernière partie. Exactement comme on a fait pour le C, la variable est en haut, elle est multipliée par une constante. Vous allez mieux voir. Du coup là, j'ai uniquement ma variable ici. Tout le reste, c'est une constante. Du coup, il ne me restera que la constante. D'accord? Parce qu'en fait, là, votre f, il est en plein milieu. Mais vous pouviez également écrire... Attendez, j'abuse maintenant que j'ai découvert ce super truc. Voilà, bon, c'est une catastrophe. J'ai essayé d'écrire, mais... Hop. Moins 7CR, comment je peux vous faire? Wow, magnifique. Divisé, oh là là, c'est une catastrophe, par R plus 2. Hop. Et bon, le truc est très long, mais bon voilà. C'est comme si vous aviez un fois après et le F qui est là, ok? Du coup, là, quand vous dérivez une constante fois une variable, il ne vous reste plus que la constante. C'est pas parce que la variable, pardon, elle est en plein milieu qu'elle n'est pas multipliée par tout ça, d'accord? Ça et ça, c'est exactement la même chose. Si vous ne comprenez pas, envoyez-nous des messages dans le chat ou venez poser vos questions sur Discord. Bon, maintenant, je remets le fameux pointeur laser. Donc maintenant, on n'avait plus que ça et on pouvait passer à l'étape finale, c'est-à-dire écrire notre dérivée partielle de m par rapport à f. Donc ça, c'est la dérivée de ça. Ensuite, on a la dérivée de cos et ensuite, on a la dérivée de notre dernière partie. Ok? Donc on réécrit tout ça en additionnant nos calculs qu'on a trouvés. Et donc dernière étape, enfin avant-dernière étape, on calcule la dérivée partielle de m par rapport à r. Donc là c'est pareil, seul r est considéré comme une variable, c et f vont être considérés comme des constantes. Du coup on regarde à quel endroit on a des variables. Ici j'ai une variable r, ici je n'en ai pas, ici j'en ai une. Du coup cette partie-là va être égale à 0, puisque tout dedans est considéré comme une constante. Le c et le f sont des constantes. Du coup, ça va nous donner une dérivée de 0. Donc c'est ça. Cos de moins 7cf va être égal à 0. Okay. Ensuite, donc on repart à la première partie. On refait dans l'ordre. Ici, on n'est plus du tout dans le même cas que tout à l'heure avec de la forme u fois v. On va être dans de la forme exponentielle de u. Pourquoi? Je vous ai dit juste avant que seul r était considéré comme une variable. C'est-à-dire que c et f
sont des constantes. Ici, j'ai donc une constante qui est devant, d'accord? Donc c'est comme si vous aviez par exemple 1 tiers fois 4, ça vous donne 4 tiers, ok? Mon f, c'est vraiment une constante. Du coup, il me reste uniquement l'exponentielle, d'accord? Donc ici, je peux appliquer cette formule-là avec mon u qui va être 4f plus r. Et du coup, u', ça va être égal à 1. Pourquoi? Parce que 4f, c'est ma constante. Et r, la dérivée de x, vous savez que la dérivée de x, c'est 1. Ben là, c'est pareil, sauf que ma variable, elle s'appelle r. Donc la dérivée de r, c'est 1. Parce qu'en fait, r, c'est 1 fois r. Ok? Donc ici, on appliquait la formule donc en rouge de cours. Et vous trouviez donc un tiers de f, donc ça, non, ça on vous l'a réécrit. Donc là, vous aviez un tiers de f que vous oubliez surtout pas, parce que même si vous appliquez cette formule, s'il y a une constante devant, elle doit toujours rester là, la constante, d'accord? C'est ce que j'ai essayé de vous faire retenir au dernier TD. Donc vous n'oubliez pas de garder les constantes, ok? Donc là, vous gardez votre 1 tiers de f, fois, donc 1, puisque c'est notre u', fois exponentielle de 4f plus r. Okay, donc notre exponentielle de u. Et donc là, on multipliait 1 tiers par 1, et donc du coup, ça nous donnait 1 tiers. Donc au final, on avait le même résultat que notre fonction de base. Ok. Ensuite, donc on passe, donc ça on a dit que ça valait 0, et donc on n'a plus qu'à passer à notre dernière partie. Attention, là ça devient un petit peu plus compliqué, parce que tout à l'heure vous aviez vu que vous pouviez simplement multiplier, c'est-à-dire qu'on avait une constante fois votre variable. Ici c'est totalement différent, parce que votre variable elle est à la fois au numérateur et au dénominateur. Du coup il va falloir appliquer la formule u sur v. Ok. Donc là vous aviez u sur v avec sa dérivée qui est égale à u'v moins uv' sur v carré. Ici, votre u, donc c'est ce qui est au numérateur, ça va être 18CFR. Ici, votre seule variable, c'est f, donc u', ça va être 18CF. Ensuite, v, c'est r plus 2, donc exactement comme je vous ai dit tout à l'heure, la constante, hop, sa dérivée est égale à 0, et la dérivée de r, c'est 1, donc v' est égal à 1. Ici, on va donc appliquer notre formule, donc u', c'est 18CF, fois v, c'est r plus 2, moins, parce que là on est dans le cadre d'une division, donc moins u, 18CFR, fois v' qui est égal à 1. Et on n'oublie surtout pas de mettre notre v au carré. Ici on pouvait donc développer cette partie-là, ce qui nous donnait donc 18CFR, attendez, vraiment j'ai découvert ce stylet, j'adore l'utiliser, je suis désolée. Du coup là on fait ça fois ça, plus, parce que là vous avez un plus, ça fois ça, vraiment ça me fait trop rire, c'est très moche mais ça me fait rire, j'espère que vous aimerez vous aussi. Oh non, j'ai fait des bêtises, je reviens avec le compteur laser. Du coup là ça nous donnait 18 CFR plus 18 fois 2, 36 CF, moins, donc tout ça fois 1, ça nous donne tout ça, voilà. Et là on simplifiait, oh non, j'abuse mais j'adore. Là vous aviez 18 CFR et là vous aviez moins 18 CFR, du coup hop, 18 moins 18, ça fait 0. Donc il vous restait plus que le 36 CF divisé par R plus 2 au carré. Et au final, on écrivait notre dérivée partielle de M par rapport à R. Et donc là, pareil, on réécrivait la dérivée de ça, plus la dérivée de ça. Parce que ça, je vous ai dit que c'était égal à 0. Et donc pour le résultat final, oh là là, je fais n'importe quoi encore. Pour le résultat final, vous appliquez donc la formule finale, c'est-à-dire que la dérivée de m, ça correspond à la dérivée partielle de m par rapport à c, fois dc, plus la dérivée partielle de m par rapport à f, fois df, plus la dérivée partielle de m par rapport à f, fois df. Vous avez compris quoi. Et donc pour trouver tout ça, il suffisait d'ajouter tout ce que vous aviez trouvé juste avant, en n'oubliant jamais de rajouter dc, df, dr. D'accord? Bon ben voilà. J'espère que vous avez tout compris, que c'est clair pour vous. Hop. Et voilà, vous pouvez passer à l'exercice 3. Bon courage à tous! Salut! Alors on passe à la correction de l'exercice 4. L'exercice 3, pardon. Il portait sur Margot, notre petit ourson sauvage, et c'était 2 intégrales. Donc on passe tout à la correction de la première intégrale. Donc la première intégrale, c'était sin de 8x facteur de 4x au carré moins 5x plus 4 moins 4 fois sin de 8x dx sur 8, 12. Donc la voici. On remarque donc qu'on a sin de 8x fois 4x au carré moins 5x plus 4 moins 4 sin de 8x. Donc grâce à la formule intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g, on va pouvoir scinder cette grosse intégrale en
deux intégrales un peu plus petites, ce qui nous donne i égale à cette intégrale-là plus cette intégrale-là. Et pour nous simplifier la vie, on va poser que tout ça, c'est égal à j, et que tout ça, c'est égal à k. On va commencer par résoudre j, pardon. Donc, on est face à une fonction qui est composée d'un produit de deux fonctions. Donc, on va faire une intégration par partie grâce à cette formule-là. Donc, pour choisir u et v', on va utiliser le mnémotechnique ALP. Donc, u, il va prendre la valeur en priorité d'un logarithme, s'il n'y en a pas d'un polynôme, s'il n'y en a pas d'une exponentielle, et s'il n'y en a toujours pas d'un sinus ou d'un cosinus. Donc, ici, on est face à ça. Donc, on a sinus de 8x fois 4x au carré moins 5x plus 4. On est face à un polynôme et un sinus. Donc, le polynôme est prioritaire. Donc, ce sera le polynôme u. Donc, on a x égale à 4x au carré moins 5x plus 4. Ce qui nous fera u' égale à 8x moins 5. Et on aura v' égale à sin de 8x. Donc, v est égal à moins 1/8 de cos de 8x. On remplace dans la formule. Donc là, on a bien notre u. Là, on a bien notre v. On a bien moins l'intégrale de u'. Et là, fois v. Donc ici, on va sortir le 1/8 et multiplier tout ça par moins, ce qui nous fait moins 4 de x au carré plus 5x moins 4. Et ici, on va multiplier cette parenthèse par moins 1/8 de x, qui nous fait moins x plus 5/8. Là encore, c'est un peu compliqué à intégrer, donc on va poser que tout ça, ça vaut L. Et donc on a L est égal à intégrale de moins x plus 5/8 fois cos de 8x fois dx sur 8/12. Donc on va passer à la résolution de L. Encore une fois, on est face à une fonction composée d'un produit de deux fonctions. Donc on va faire une intégration par partie avec cette formule-là. Alors c'est la même que tout à l'heure, c'est juste que qu'on a remplacé ici u par w et v par y. Comme ça, on ne s'en mêle pas les pinceaux avec celle d'avant et on voit bien que c'est deux intégrations par partie différentes. Donc on a moins x plus 5/8 fois cos de 8x. Donc on a un polynôme fois un cosinus. Le polynôme est prioritaire, donc w ce sera égal à moins x plus 5/8. Donc w' est égal à moins 1. Et y' est égal à cos de 8x. Donc on a y est égal à 1 sur 8 sin de 8x. On remplace dans la formule. Donc là on a w, là on a y. Là on a moins l'intégrale de y fois, c'est le moins, w'. Grâce à la formule suivante, intégrale de moins sin de u est égale à 1 sur u' fois cos de u plus constante. On va pouvoir obtenir ça. Là, on va sortir le 1/8 ici, et là, on va diviser par 1/8 pour pouvoir le sortir également, ce qui nous fera 1/8. On va donc avoir L est égal à 1/8 facteur de moins x plus 5/8 fois sin de 8x moins 1/8 de cos de 8x, le tout sur 8/12. On va remplacer ce qu'on vient d'obtenir comme valeur de L dans J, ce qui nous donne ceci. On remarque qu'elles sont toutes les deux factorisées par 1/8. Donc, on factorise le tout par 1/8 encore une fois. Là, on remarque qu'on a cos de 8x ici et ici. Donc, on va factoriser par cos de 8x. On obtient ça. Ici, on peut faire moins 4 plus 1/8, ce qui nous fait moins 31/8. Et donc, on a J est égal à 1/8 facteur de cos de 8x, facteur de moins 4x au carré plus 5x moins 31/8, plus sin de 8x fois x moins 5/8, le tout sur 8/12. Maintenant, on va passer à la résolution de K. Donc, K, c'est égal à l'intégrale de moins 4 sin de 8x dx sur 8/12. On utilise la formule qui dit que l'intégrale de moins sin u est égale à 1 sur u' fois cos de u plus constante. On a donc K est égal à 1/2 de cos de 8x sur 8/12. Donc maintenant, on passe à la résolution finale de I. On a I égale à J plus K. Et donc, on remplace par la valeur de I et la valeur de K qu'on a trouvée.
Ici, on est factorisé par 1/8, pas ici. Donc ici, on va diviser par 1/8, ce qui nous fera 4. On a donc toute cette intégrale. On remarque qu'on a cos de 8x ici et là. Donc on va factoriser par cos de 8x. On obtient donc tout cela. Là, on a 4 moins 31/8. On va donc pouvoir calculer. Ça nous fera 1/8. Et donc, on a i facteur de 1/8 égale à 1/8 facteur de cos de 8x fois moins 4x au carré plus 5x plus 1/8, le tout plus sin de 8x fois x moins 5/8, et tout ça sur 8, 12. On va remplacer donc par les valeurs par nos bornes, donc 12 et 8, ce qui nous fait ce long calcul que je ne lirai pas pour vous et pour moi, ce qui nous fait i est égal à 22,76. Alors, vous avez peut-être eu du mal avec cette intégrale, vous l'avez peut-être même pas réussi, c'est pas grave du tout. C'était une intégrale très compliquée, très longue, il y avait 2 intégrations par partie, ensuite on avait 2 intégrales à additionner, donc c'était vraiment compliqué. Il y avait plein de petites factorisations à faire par-ci par-là, donc vraiment elle était longue et compliquée, donc vous inquiétez pas si vous l'avez pas réussi. Il y a également très peu de chances qu'une intégrale aussi compliquée tombe au partiel, donc là-dessus il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Si vous avez du mal, vous pouvez également la reprendre un peu plus à froid plus tard. Et vous pouvez re-regarder la correction en mettant pause à chaque fois pour bien avoir le temps de noter et en espérant que ça aille mieux. Voilà. Ensuite, on passe à la correction de la deuxième intégrale. Donc, c'est intégrale de moins 56x sur 4x au carré plus 7, le tout puissance 6 dx sur 1, 7. Donc ici, on est face à une fonction très complexe. On ne va pas pouvoir la résoudre comme ça avec des formules basiques. Et on va remarquer un truc, c'est qu'on a un polynôme à la puissance 6 au dénominateur. Donc là, on va se faire, tiens, c'est louche, c'est assez compliqué. Peut-être qu'on peut faire un changement de variable. Et donc là, c'est ce qu'il va falloir faire, un changement de variable. Donc avec la formule du cours, qui est celle-ci, donc on va prendre u est égal à 4x au carré plus 7x. Ce qui fait qu'on va avoir x est égal à racine carrée de u moins 7 sur 4. Du va être égal à 8x dx. Donc on va avoir dx est égal à du sur 8x. Et pour alpha, donc c'est u de a. A c'était 1, donc on a 4 fois 1 au carré plus 7 égale 11. Et pour bêta, c'est u de b. On avait b égale à 7, donc on a 4 fois 7 au carré plus 7, ce qui nous donne 203. Donc on remplace les valeurs qu'on a ici par les valeurs qu'on a trouvées. Donc on garde notre moins 56. X est remplacé par la valeur de x qu'on avait trouvée. On remplace ceci par u. Et on remplace dx par la valeur qu'on a trouvée, à savoir du sur 8x, sauf que x c'est égal à ça, donc on met ça. Ensuite, on va pouvoir simplifier par racine de u moins 7 sur 4. Et on fait 56 divisé par 8, ce qui nous fait moins 7. On va sortir le moins 7, ce qui nous fait moins 7 facteur de l'intégrale de 1 sur u puissance 6 du sur 11 203. Avec la formule que l'intégrale de 1 sur x puissance n plus 1 est égale à moins 1 sur n facteur de x puissance n plus constante. On a donc i est égal à moins 7 facteur de moins 1 sur 5 fois u puissance 5 sur 11 203. En remplaçant par les bornes, donc 203 et 11 ici, on obtient i est égal à moins 8,69 fois 10 puissance moins 6. Voilà, c'était tout pour ce changement de variable. J'espère que c'est allé, que la correction n'est pas allée trop vite. Je vous laisse avec l'exercice 4. Voilà, des bisous, à plus tard. Coucou tout le monde, du coup maintenant on va faire la correction de l'exercice 4. Alors grâce à l'énoncé, vous pouvez trouver qu'il s'agit d'un exercice sur la loi normale. Alors si on fait un petit récap, on vous dit que la variable x c'est une taille et c'est une variable continue. Et en plus on vous donne la moyenne et l'écart type, donc on peut dire qu'on se trouve dans le cas d'une loi normale. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, on centre et on réduit la variable. Et donc pour ça, il faut cette formule-là. Donc, votre y égale à votre variable x moins votre moyenne sur votre écart type. Et du coup, dans notre cas, la moyenne, c'est 171 et l'écart type, c'est 17.
Alors, on vous dit qu'on vous conseille fortement de faire un schéma. Moi, je sais que j'en utilisais toujours un. C'est hyper pratique si, par exemple, dans votre schéma, vous voyez que votre probabilité va être forcément supérieure à 0,5 et qu'on vous propose quelque chose d'inférieur à 0,5, vous pouvez directement marquer faux sans être obligé de perdre du temps sur les calculs. Donc ça, c'est cool. Donc moi, je vous conseille de le faire. Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est un conseil. Donc, calculer la probabilité qu'un tuteur mesure entre 160 cm et 182 cm. Donc, on cherche P de x entre 160 et 182. On centre et on réduit avec la formule de tout à l'heure et on obtient un y qui doit se trouver entre moins 0,6471 et 0,6471. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait un schéma et on trouve que ce qu'on veut, c'est ça. Et donc, on veut faire 1, parce que vous savez que la surface sous la courbe, ça fait 1, moins, donc ça qui fait alpha sur 2, et ça qui fait alpha sur 2. Donc notre formule, ça va être 1 moins alpha sur 2 moins alpha sur 2. Et donc, on trouve U alpha, et donc le U alpha le plus proche de 0,6471, c'est 0,6433. Et du coup, hop, on regarde dans notre table de la loi normale, et donc notre alpha égale à 0,52. On reprend la formule qu'on a trouvée à l'étape d'avant, et donc ça fait 0,48. Donc la probabilité qu'un tuteur mesure entre 160 cm et 182 cm est de 48%. Question 2. Calculer la probabilité qu'un tuteur mesure plus de 165 cm. Donc on cherche P de x supérieur à 165. On centre et on réduit, et on trouve que P de y est supérieur à moins 0,3529. On fait un schéma. Notre y doit être supérieur à quelque chose de négatif. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on sait que ça va être supérieur à 0,5. Et du coup, on fait 1 moins cette partie-là, alpha sur 2. Hop, donc 1 moins alpha sur 2. On trouve notre alpha grâce à notre U alpha. Le U alpha le plus proche, c'est de 0,3529, c'est 0,3585. Hop, loi normale, on regarde, alpha égale à 0,72. On reprend la formule qu'on a trouvée à l'étape précédente et on trouve du coup une probabilité de 64%. Question 3. Calculer la probabilité qu'un tuteur mesure moins de 151 cm. On cherche P de x inférieur à 151 cm. On centre et on réduit, et on trouve un P de y inférieur à moins 1,1765. On fait un schéma. Ça, vous connaissez, on veut cette partie-là, et du coup, c'est un alpha sur 2. Donc, notre P de y inférieur à moins 1,1765 est égal à alpha de ce nombre sur 2. On trouve le U alpha le plus proche de 1,1765 et c'est U alpha égale à 1,1750. Et du coup, loi normale, hop, 0,24 pour le alpha. On reprend la formule qu'on a trouvée à l'étape précédente, et du coup, 0,24 sur 2, 0,12. Donc on trouve une probabilité de 12% pour qu'un tuteur mesure moins de 151 cm. Quatrième question, trouvez pour quelle taille, arrondie au centimètre, la probabilité qu'un tuteur soit plus grand que cette taille est de 23%. Oui, bon, excusez-moi, c'est la formulation. Alors, on appellera A la variable qu'on nous demande de trouver. Donc, première étape, on trouve le alpha. On cherche la probabilité que le tuteur il soit plus grand. Donc, la zone qu'on veut griser sur le schéma, c'est la zone à droite du schéma, qui va être égale à alpha sur 2, du coup. Et comme elle est inférieure à 50%. Donc, alpha sur 2 égale à 0,23. Donc, après, on fait un produit en croix. Hop, alpha égale 2 fois 0,23 égale à 0,46. Étape 2, trouver U alpha. Donc là, c'est l'inverse. On a notre alpha, donc 0,46. Hop, on regarde, ça correspond à 0,7388. Étape 3, on centre et on réduit. On sait qu'on veut un P de x supérieur à A égale à 0,23.
On sait donc que notre y va être supérieur à A moins 171 sur 17. Donc notre y va être supérieur, et notre y va être supérieur à donc le u alpha qu'on a trouvé tout à l'heure, 0,7388 égale à 0,23. Hop. On prend notre A moins 171 sur 17 qui doit être égal à notre u alpha, ou normalement il doit être à peu près égal, mais du coup on va prendre ça puisque c'est tout ce qu'on a. Donc 0,7388. Encore une fois, hop, on passe d'un côté. Notre 17 va être multiplié par notre 0,7388 et on va y ajouter notre 171. Et on tombe donc sur environ 184 cm. Donc la réponse est, on peut donc dire que la probabilité qu'un tuteur soit plus grande que 164 cm est de 23%. Voilà, du coup je vous laisse avec l'exercice 5. Des bisous. Coucou, j'espère que ça a été jusque-là. Maintenant, on passe à l'exercice 5 qui porte sur un test. Alors, et le thème principal, c'était Margot. Donc là, entre les deux photos, il y a 15 ans d'écart, si jamais ça vous intéresse. Donc, je vous lis une petite partie de l'énoncé. On a montré une photo donc de Margot petite à 10 personnes, donc cette photo, et une photo d'elle plus grande à 10 autres personnes, donc celle-là. Et on leur a demandé de noter la mimicitude de Margot entre 0 et 20. On a répertorié les notes dans un tableau et il fallait bien faire attention dès le début de voir que c'était des personnes différentes qui notaient Margot entre les deux photos. Donc la question est, au risque 1%, les moyennes de mimicitude sont-elles différentes entre les deux photos? On commence à résoudre donc cet exercice en reprenant nos étapes habituelles. Donc l'étape 1, c'est le choix du test. Ici, on a deux moyennes. Elles sont observées parce qu'on est dans le cas de deux échantillons. Elles sont indépendantes parce que, comme je vous ai dit juste à l'instant, entre les deux échantillons, les personnes sont différentes. Parce qu'on montre à 10 personnes la première photo et à 10 autres personnes la deuxième photo. Les échantillons sont petits parce qu'on a un des deux effectifs au moins qui est inférieur à 30. Au final, on récapitule, on compare deux moyennes dans le cas de séries indépendantes avec des petits échantillons. Alors on utilise le test T2Student. On vérifie les conditions d'application qui sont, pour la première, c'est celle d'un petit échantillon. Donc c'est le fait que N1 ou N2 soit inférieur à 30. Donc là, dans notre cas, les deux étaient inférieurs à 30 puisque les deux étaient égales à 10. Donc c'est bon. Ensuite, les variances sont comparables. Et ensuite, les distributions sont normales dans les populations. Étape 2, les hypothèses. Donc H0, les moyennes sont égales. H1, les moyennes sont différentes. On dit bien différentes parce qu'on est dans le cas d'une situation bilatérale. Étape 3, le calcul du test. Et là, il fallait remarquer que dans notre énoncé, on n'avait pas nos valeurs de moyenne et de variance dont on a besoin dans la formule. Donc, il fallait les calculer à partir du tableau qui nous était donné dans l'énoncé. Pour les calculer, on utilise la calculatrice. On va dans le menu Stats. Mais si jamais vous avez oublié la méthode, ça fait rien. Vous pouvez aller voir la vidéo YouTube qui explique pour les 3 modèles de calculatrice. Du coup, on trouve, en rentrant nos données dans le menu, on trouve pour la première photo M1 qui est égal à 18,65 et la variance qui est égale à 0,469. Et pour la deuxième photo, on a la moyenne qui est égale à 16,46 et la variance qui est égale à 0,632. Sachant que là, vous pouviez aussi relever les données des écarts-types et directement les élever au carré. Bon, au final, on trouve la même chose, vous prenez ce que vous voulez, mais au final, on a besoin des moyennes et des variances. Ici, c'est un petit encart pour vous rappeler les valeurs de tout à l'heure. Alors, il faut savoir que dans ce test, il fallait la variance commune, entre guillemets. Donc, pour appliquer la formule, il fallait d'abord calculer la variance commune. La variance commune, elle se calcule en faisant N1 moins 1 fois la variance 1,
plus N2 moins 1 fois la variance 2. Le tout sur N1 plus N2 moins 2. On applique et on trouve 0,55. Du coup, on peut appliquer notre formule de la valeur du test. On fait M1 moins M2 en valeur absolue, le tout sur la racine de la variance sur N1 plus la variance sur N2. Au final, on trouve environ 6,603 comme valeur du test. On passe à l'étape 4 qui est la recherche du seuil. Alors, dans notre énoncé, on nous donne un risque d'erreur à 1%, donc alpha est égal à 0,01. Et ensuite, il faut calculer le degré de liberté. Ce degré de liberté, il est égal à N1 plus N2 moins 2. Pour retrouver cette formule, je me rappelais que c'était la même chose que le dénominateur de la variance commune. Voilà, si jamais ça peut vous aider. Et du coup, on trouvait 18. Donc là, on va croiser nos deux valeurs dans la table de student et on trouve un t-seuil à 2,878. On passe à la dernière étape qui est la conclusion. Au final, on doit comparer notre t-seuil et notre t-calque. Ici, on a clairement le t-seuil qui est inférieur au t-calque. Donc si on se réfère sur cette courbe, on peut placer le t-seuil ici. Ici, on aura moins le t-seuil. Et notre t-calque, il se trouve par là. Donc il est largement dans la zone de rejet. Donc on conclut qu'on rejette H0 au risque 1%, ce qui veut dire que la moyenne de mincitude entre les deux photos est différente, donc que Margot n'est pas aussi mimes sur les deux photos. Après, je vous laisse choisir sur laquelle vous la trouvez la plus mignonne. Vous pouvez nous le dire dans le chat si vous voulez. Donc voilà, c'est fini pour cet exercice. Je vous laisse avec un exercice qui porte sur RAF. C'est encore un test. Du coup, bon courage, vous avez quelques minutes. On est là dans le chat si jamais vous avez besoin. Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous gardez la forme et le moral malgré les conditions compliquées. Donc on va corriger cet exercice 6. Donc j'espère déjà que vous avez bien rigolé des bêtises de Raph. Et on va essayer d'analyser déjà l'énoncé. Donc dans votre énoncé, on vous dit qu'il y avait 20 chats au total, dont 9 qu'il avait rasés. Parmi ces 9 chats, il y en a 6 qui sont tombés malades, alors que parmi les chats non rasés, c'est-à-dire 20 moins 9, 11, on avait seulement 2 chats qui sont tombés malades. Donc, on vous dit dans la dernière phrase qu'on cherche à savoir s'il y a une association entre tomber malade et s'être fait raser par Raph. Donc, on va répondre à la première question. Donc, identifier le test à utiliser, définir les hypothèses. Donc, le choix du test. Ici, on avait des proportions. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 20 chats au total. Donc ça, c'était le total de chats. Et parmi donc, les 9 qui se sont fait raser, il y en a 6 qui sont tombés malades. Donc on a déjà un premier rapport, 6 sur 9. Et parmi les chats non rasés, c'est-à-dire 11, on en avait 2. On en a 2 qui sont tombés malades, c'est-à-dire 2 sur 11. Donc ça, c'est le second rapport. Donc on voit qu'on a bien des proportions. Est-ce qu'elles sont observées ou théoriques? Donc c'est Raph qui mène sa petite expérience à raser ses chats. Donc elles sont observées. Ensuite, indépendante ou appariée. Donc ici, c'est indépendant puisqu'on considère qu'il n'y a aucun lien en fait entre les différents chats. Chaque chat est bien différent. Ok, donc on compare des proportions observées entre elles dans le cas de séries indépendantes. Donc lorsque on a cette conclusion, donc proportion observée dans le cas de séries indépendantes, on utilise un test du Ki2. Sauf que les tests du Ki2, comme vous savez, il y en a 3 différents. Donc pour les différencier, pour savoir lequel on doit utiliser, on calcule en fait nos effectifs théoriques, c'est-à-dire nos CIJ. Effectif théorique est égal total ligne fois total colonne sur total général. Donc ça, c'est à bien savoir pour différencier nos tests du Ki2. Donc là, on peut obtenir le tableau suivant. Donc on va mettre les malades et les non malades, les rasés et les non rasés. Là, nos totaux. Donc on avait 20 chats, 9 qui se sont fait raser, donc 11 non rasés. Parmi les 9 rasés, on en avait 6 malades, donc 3 non malades. Et sur les 11 qui ne sont pas fait raser par Raph, il y avait 2 malades et 9 non malades. Donc avec la formule, on va calculer nos effectifs théoriques qui sont ici en gras. Donc ici, total ligne, donc ça fait 8, fois total colonne 9, divisé par le total général, donc c'est 9
fois 8 divisé par 20, ça fait 4. Ici c'est pareil, effectif théorique de 4, ici c'est 5 et ici c'est 7. Donc là en fait on va s'apercevoir que des CIJ, donc il y en a deux qui sont supérieurs ou égaux à 5, donc ici, donc les chats pas malades et rasés et les chats pas malades non rasés. 7, 5 c'est bien supérieur ou égal à 5, mais par contre en fait on a deux autres effectifs théoriques qui est compris entre 5 et 3. Donc ici, les chats rasés malades, donc c'est notre effectif théorique pardon, est égal à 4. Ici aussi c'est égal à 4, donc c'est bien compris entre 5 et 3. Et lorsqu'en fait on a au moins un effectif théorique qui est compris entre 5 et 3, on utilise le test du qui2 corrigé de Yates. On peut maintenant faire nos hypothèses. Donc là, il faut bien faire attention, l'hypothèse nulle H0, ça s'exprime sous forme d'une absence d'association. Donc ici, notre H0, ça va être les proportions de tombées malades sont identiques en fait, si les chats sont rasés ou non. Donc on a bien une absence d'association entre le fait de tomber malade et s'être fait raser par Raph. H1, donc les proportions de tombées malades sont différentes si les chats sont rasés ou non. Voilà, donc on est dans une situation bilatérale en fait, puisqu'on cherche à savoir s'il y a une association entre tomber malade et s'être fait raser par Raph. En fait, on cherche à montrer que la proportion de chats rasés et malades est différente que la proportion de chats non rasés et malades. On peut maintenant calculer le test. Donc notre test du Ki2 de corrigé de Yates, pardon, il se calcule avec cette formule suivante. Donc c'est la somme de la différence entre nos effectifs observés moins nos effectifs théoriques, donc le tout en valeur absolue, moins 0,5, et tout ça au carré divisé par nos effectifs théoriques, CIJ. Donc on calcule ça, donc on rentre les valeurs qu'on a dans notre tableau, tac tac tac, et on obtient un Ki2 de 1,90. Donc ça c'est notre Ki2 calculé. On peut maintenant rechercher le seuil, donc pour rechercher le seuil, on regarde notre degré de liberté, donc degré de liberté ça fait nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1, on avait 2 lignes, 2 colonnes, donc ça nous fait un DDL de 1. Ensuite, on se porte dans la table du Ki2, donc pour un DDL, degré de liberté de 1, et un alpha 5%, comme c'était noté dans la question, et on est dans une situation bilatérale, on obtient donc un Ki2 seuil dans la table du Ki2 de 3,841. Donc là, on s'aperçoit en fait que notre Ki2 seuil est supérieur à notre Ki2 calculé, donc on ne rejette pas notre hypothèse nulle de départ H0 au risque alpha égale 5%. Et on n'accepte pas pour autant H0. Voilà, je vous laisse le petit montage et le petit avant-après de Raph. Et vous pouvez passer à l'exercice 7. Donc j'espère que ça a été quand même pour cet exercice. Et j'espère que cette année sera prolifique pour vous et que vous allez réussir. Donc c'est le dernier TD, c'est le dernier exercice que je corrige, donc je vous souhaite bon courage et gardez beaucoup de force pour ces dernières semaines. Vous pouvez passer à l'exercice 7, bisous. Coucou, donc j'espère que ça a été jusqu'à présent et on va pouvoir passer à la correction donc, du dernier exercice. J'espère que vous avez eu le temps de le faire et normalement ça c'est un exercice que vous aimez bien, donc c'est pour ça qu'on finit par celui-là. Donc ici on parlait d'Anto, de ces petits accidents, voilà. Et ensuite on voulait savoir, enfin il cherchait à savoir quand il avait grandi s'il y avait de l'antonite donc chez les enfants. C'est donc une pathologie. Donc dans son échantillon, 60% ne sont pas atteints de cette pathologie. Et on sait que 75% des enfants ne sont pas malades et ont un test négatif. Et de plus, on connaît la sensibilité du test qui est de 80%. Donc avec ces données, voilà, donc quand vous avez des données comme ça, vous devez toujours faire ce qu'on vient de faire, donc retirer les données importantes de l'énoncé et les récapituler. Donc la probabilité de ne pas être malade, 0,60. La probabilité de ne pas être malade, sachant qu'on a un test négatif, CVPN, c'est 0,75. Et la sensibilité, c'est 0,80. Donc ensuite, avec ces données, on va pouvoir répondre à la première question, on cherchait à savoir quelle était la spécificité du test. Donc là, vous avez deux méthodes. Soit vous utilisez les formules probabilité, enfin, vous savez, avec les probabilités d'être malade, sachant que on a un test positif, etc. Soit avec les VPP, les vrais positifs, les faux positifs, etc.
Donc la première méthode, on va faire donc le tableau de contingence avec les vrais positifs, faux positifs et tout. Donc en fait, quand on a comme ça dans un énoncé que des données en pourcents, pour utiliser un tableau de contingence, il suffit de mettre en fait notre total de patients à 100. Comme ça, on peut adapter nos pourcentages. Donc on a sur 100 patients, donc on avait 60 non malades, donc ça sera ici, et ensuite, par soustraction, on aura nos malades. Donc voilà, malade, total moins non malade, 100 moins 60, 40. Ensuite, avec la formule de la sensibilité, comme on connaît la sensibilité, on va pouvoir isoler VP pour savoir notre nombre de vrais positifs. En isolant VP, on multiplie la sensibilité par 40 et on obtient 32. Donc voilà nos données dans le tableau. Ensuite, du coup, par simple soustraction, on trouve notre nombre de faux négatifs. Donc 40 moins 32, ça fait 8. Et ensuite, avec notre valeur de VPN, on va pouvoir isoler notre nombre de vrais négatifs. Donc on part de la formule, on isole Vn. Donc on a VPN fois Vn plus Fn. Alors notre VPN, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la probabilité de ne pas être malade, sachant qu'on a un test négatif. Donc là, c'était 0,75. Ensuite, on va développer pour mettre tous les Vn d'un seul côté. Comme on ne connaît pas notre nombre Vn plus Fn, on est obligé de développer. Donc voilà, on met tous les Vn d'un côté. Et ensuite, on fait le calcul, pardon. Et donc on obtient Vn égale 24. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir faire aussi une soustraction pour trouver notre nombre de faux positifs. Donc 60 moins 24, 36. La probabilité, les tests positifs, donc cette ligne ici, le total de tests positifs, ça va être VP plus FP, ce qu'on vient de calculer. Donc 32 plus 36, c'est 68. Ensuite, par soustraction, on trouve le nombre de tests négatifs qui est de 32. Donc là, on va avoir rempli tout notre tableau de contingence, on peut calculer la spécificité. Donc la spécificité, on rappelle que c'est Vn sur VP plus Vn plus Fp. Donc c'est 24 sur 24 plus 36, ou 60 si vous prenez directement votre nombre de non malades. Et ça nous fait donc 0,4. Donc on sait que la spécificité de ce test est de 40%. Donc ensuite, on pouvait faire avec la deuxième méthode, avec les manipulations de formules. Donc voilà, c'est la formule que je vous parlais tout à l'heure. Elles sont un peu longues et pénibles, il faut le dire, à apprendre. Donc là, c'est comme vous préférez. Soit vous faites avec le tableau de contingence, soit vous apprenez ces formules entières. C'est comme vous êtes le plus à l'aise. Donc du coup, la seule formule qu'on pouvait prendre ici, c'était VPN égale la probabilité de ne pas être malade fois la spécificité. Tout ça divisé par la spécificité fois la probabilité de ne pas être malade, donc ce qu'on avait au-dessus, plus 1 moins la sensibilité fois la probabilité d'être malade. Donc, on savait que la probabilité de ne pas être malade, c'était 0,6. La probabilité d'être malade, c'était 0,4. Et donc, pour trouver notre spécificité, en fait, on avait toutes les valeurs, sauf la spécificité. Donc, il allait falloir manipuler la formule pour isoler SP. Donc voilà, quand on fait passer SP de l'autre côté. Ensuite, donc, vous pouvez développer et simplifier. Et ensuite, on obtenait donc la même valeur. De toute façon, avec n'importe quelle méthode, vous devez obtenir la même valeur avec une spécificité de 0,4. Donc 40%. Voilà. Ensuite, deuxième question, si son échantillon comporte 500 enfants, combien d'entre eux sont malades avec un test positif? Donc, avec la première méthode, c'était plus facile, on va dire, parce que comme on avait un total de 100, il nous suffisait juste de faire des multiplications pour trouver le bon résultat. Donc dans le tableau, on pouvait voir que la probabilité d'être malade et d'avoir un test positif a été de 32%. Donc on faisait 500 fois 0,32 et ça faisait 160. Donc ainsi, on avait pour 500 enfants, 160 enfants malades avec un test positif. Avec la deuxième méthode, il fallait qu'on calcule probabilité d'être malade et d'avoir un test positif.
Donc la probabilité d'être malade et d'avoir un test positif, c'est la probabilité d'être malade fois la probabilité d'être malade, d'avoir un test positif, sachant qu'on est malade. Du coup, ça nous faisait 0,4 fois la sensibilité. La sensibilité, c'est la probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on est malade. Ça nous faisait donc 0,32, soit 32%. Et une fois qu'on avait ça, on multipliait par 500 comme au-dessus et on trouvait 160. Donc ensuite, vous pouvez voir la belle tête de vainqueur tantôt. On vous demandait de calculer les rapports de vraisemblance positifs et négatifs. Donc le rapport de vraisemblance positif, LR+, c'est la sensibilité divisée par 1 moins la spécificité. Donc 0,80 divisé par 1 moins 0,4, ce qui nous fait à peu près 1,33. Et ensuite, LR-, c'est 1 moins la sensibilité sur la spécificité. Donc, LR-, c'est 1 moins 0,80 sur 0,4, soit 0,5. Donc là, pour retenir, si vous ne savez jamais lequel est en haut, moi je me disais que sensibilité, c'était toujours au-dessus. Et ensuite, pour le LR-, le moins était en haut, parce que moins est moins en haut. Voilà. Enfin, je sais pas, moi ça marchait comme ça. Du coup, 4, ce test est-il bon pour faire un diagnostic ou il serait plus judicieux de l'utiliser pour un dépistage? Alors, ici, donc on sait que pour un diagnostic, on utilise un test avec une très bonne spécificité parce qu'il faut pour un diagnostic, il faut qu'on soit sûr du résultat. Donc il faut qu'on soit sûr que quand on dit que quelqu'un est malade, il le soit vraiment. Alors que pour un diagnostic, on veut un panel plus large de personnes malades. Donc pour un dépistage, voilà, on utilise un test avec une bonne sensibilité pour avoir un maximum de positifs. Donc ici, on avait une sensibilité de 0,80 et une spécificité de 0,40. Donc comme vous pouvez le voir, on a une assez bonne sensibilité. Par contre, la spécificité, elle n'est pas folle, quoi. Du coup, ici, on est plus dans le cas d'un test de dépistage, puisqu'on a une meilleure sensibilité qu'une spécificité. Donc, voilà, donc on l'utiliserait pour un dépistage, plus que pour un diagnostic. Et souvent, les tests utilisés pour des dépistages, ils sont reconfirmés plus tard par des tests pour un diagnostic. Donc voilà, j'espère que ça a été pour ce TD. On vous a remis les petites photos de nous, mais maintenant. Donc vous nous direz si on était plus mignons avant ou maintenant. Et du coup voilà, on vous fait des gros bisous et à la prochaine. Coucou, c'est encore moi. J'en profite pour vous dire un dernier petit mot parce que le TD est fini. Et en plus de ça, c'était notre dernier TD du semestre. Et ben, pour moi, c'était le dernier TD de maths parce que j'étais déjà là l'année dernière. L'année prochaine, on a la relève qui va assurer. Ils sont géniaux. En attendant, ben, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie toutes mes ondes positives pour les révisions. Vous allez y arriver. Ça va être dur, c'est vrai. Mais n'oubliez pas de vous prendre des pauses, de vous prendre Noël, de vous prendre le Nouvel An. C'est vous qui voyez. Évidemment qu'il faut trouver un équilibre pour ces révisions. Donc vous allez y arriver, on croit en vous. Déjà, on est fiers que vous soyez arrivés jusque-là. C'est pas évident, on le sait, on est passé par là. Ensuite, je voulais vous dire qu'on reste à vos côtés, même si c'était le dernier TD de maths, on reste là, on continuera à vous proposer des choses. Et si vous avez la moindre question, que ce soit en maths, un doute, un coup de mou, on est là. Il y a aussi vos parrains et marraines qui sont là pour vous, n'oubliez pas. Voilà. Du coup, merci pour tout et bon courage et à bientôt. Gros bisous. Coucou, c'est encore moi. Un dernier petit mot pour vous souhaiter bon courage, comme c'était notre dernier TD. Donc donnez tout pour ce mois de révision qui arrive. Vous allez voir, si vous êtes à fond, ça va passer quand même relativement vite. Ça va être dur, mais on sera là pour vous soutenir et répondre à vos questions si jamais vous avez besoin. Alors surtout, donnez tout pour ne rien regretter et être au top de vous-même le jour des partiels. Donc voilà, on vous fait de gros bisous et à bientôt. Donc juste un petit dernier mot.
Donc là, c'était votre dernière séance de TD Maths. C'était aussi la mienne en tant que tuteur, parce que je serai plus tuteur de maths l'année prochaine. Et donc voilà. Bon, j'espère que ça s'est bien passé quand même ce premier semestre, que ce soit avec nous ou tout le reste. Là, vous allez entamer donc le mois de révision. Ça va être long parce que enfin, c'est quand même un mois. Mais en même temps, ça va être court parce que vous avez tellement de choses à voir que ça va sembler court. Mais franchement, n'hésitez pas aussi à faire des pauses parce qu'arriver au partiel fatigué, c'est pas la meilleure des choses. Donc prenez-vous des pauses aussi. Mais franchement, n'abandonnez pas sur ce mois-là. Ça va être compliqué, on le sait, on est passé par là. Mais franchement, enfin, vous avez un but, c'est de réussir ces partiels. Et enfin, vous donnez tout. Enfin, pour ça, vous donnez tout. Pendant tout ce mois-là, vous allez taffer, mais voilà. Donc, bon courage. On est toujours là derrière vous. Et puis, gros bisous. Recoucou les loulous, c'est encore moi. Je voulais vous souhaiter un bon courage pour le mois de révision qui arrive. Vous avez déjà eu un semestre compliqué à cause de la situation sanitaire et puis de toute façon c'est quelque chose de compliqué. Vous avez fait le plus gros pour ce semestre, donc là abordez le mois de révision en vous disant que vous allez bosser pour continuer à maintenir ce rythme que vous avez. Et j'espère vraiment que ça va bien se passer pour vous tous. Je croise les doigts. Je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère que ça se passera bien pour la plupart d'entre vous. Voilà, des bisous. Coucou tout le monde, du coup un dernier petit mot pour ce dernier TD. Déjà je voulais vous remercier pour ce semestre, pour ceux qui ont été assidus, ceux qui ont fait les TD, ceux qui nous ont posé des questions, ceux qui nous ont donné leur avis quand on vous le demandait sur les Socratives, ceux qui sont venus à notre unique séance en présentiel. Ça nous a fait super plaisir de voir un petit peu vos petites têtes et on espère que vous avez été contents de nous voir faire cette unique séance. Voilà. Donc, on sait que ce semestre se termine bientôt. On espère que tout s'est bien passé pour vous, que pour ceux qui avaient des difficultés en maths, ça va un petit peu mieux. Ceux qui géraient déjà, ils gèrent encore plus. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour réussir le partiel. On va continuer à vous accompagner jusqu'au bout. C'est pas parce que c'est le dernier TD qu'on vous garde pas des petites surprises qui vont arriver. On sera là donc juste au bout pour vous sur ce community. On va essayer de vous mettre des petits Socratives en place. Vos parrains marraines seront toujours là. On est aussi là si vous avez des questions, des doutes. Si ça va pas, même si c'est que sur des maths ou si c'est sur du perso, on peut vous donner nos conseils, comment on a vécu notre PACES. Essayez de nous poser des questions. Vraiment, on est tous passés par là pour accéder en année sup. Donc, on est tous à même pour vous répondre à ces petites questions, à ces interrogations qui peuvent vous faire un petit peu douter. En tout cas, doutez pas de vous. On sait que vous pouvez y arriver. Vraiment, le plus important, c'est de croire en vous, de bosser régulièrement. Prenez aussi du temps pour vous. Profitez de votre famille. Faites des petites sorties. Mais bon, travailler efficacement, c'est le plus important. On voulait juste vous demander un dernier petit truc. Donc, vous savez que c'était notre dernier TD parce que vous n'avez pas de maths au S2. Personnellement, du coup, je fais partie des vieux de cette équipe. Donc, vous ne me verrez plus en tant que tutrice. C'était mon dernier TD de maths et ma dernière séance en tant que tutrice. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté. Et j'aimerais que vous répondiez, s'il vous plaît, comme c'est ma dernière séance, allez répondre à notre Socrative. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce semestre, de ce dernier TD. Donnez-nous les points positifs, s'il y en a, j'espère qu'il y en a. Et surtout, donnez-nous les points négatifs, ce qui allait pas, ce qui vous avait manqué, ce que vous auriez aimé avoir, qui a pas eu, enfin, les trucs qu'on a manqué. Pour que les pious qui prennent la relève, là, nos petits P2 qui vont bientôt devenir des D1, qui puissent s'améliorer, fournir du travail de meilleure qualité encore l'année prochaine. Parce que si on peut s'améliorer, c'est grâce à vous. Et encore une fois, merci pour tout. On espère avoir satisfait toutes vos attentes. Et surtout, restez motivés jusqu'à la fin. Et promis, on ne vous laisse pas tomber. On sera toujours là juste pour vous jusqu'à la fin. Alors, n'hésitez pas à nous solliciter, à venir nous parler. On est ouvert à toutes questions. Des gros bisous à tous. On vous aime fort.